Bukavu, ça ne vous dira probablement rien. Bukavu, c'est une petite ville dans le sud Kivu, dans la province de Sud Kivu, en République démocratique du Congo. On est en Afrique centrale. C'est une ville, c'est une région en fait qui est plongée dans un conflit armé pour des ressources naturelles. Et peut-être vous vous demanderez probablement si maintenant dans le domaine médical nous allons parler de guerre. Non, nous n'allons pas parler de guerre. Cependant, il faut aussi savoir qu'en zone de guerre, il y a des médecins qui sont en train de travailler. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un médecin qui a été dans cette zone-là. Bonjour, je suis le docteur Ngayan, anesthésiste et responsable du domaine médical à Barcelone. Comme je vous l'ai dit en introduction, nous recevons aujourd'hui la docteure Noguera, qui va venir nous parler un peu de son expérience dans la zone de Kivu del Sur, plus précisément à Bukavu. Bonjour et bienvenue d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à toi de m'avoir invité aujourd'hui. Merci, de rien. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation de qui tu es? Oui, moi je suis Karen Noguera, je suis anesthésiste, médecin anesthésiste. Et je suis originaire de Valence, ici en Espagne. Et je suis pas francophone. Voilà, c'est bon, pour en parler, pour mon accent. Et je m'excuse déjà, mais bon, j'espère me faire comprendre pour tout le monde. Et voilà. Je suis formée ici à Barcelone, à l'hôpital Vall-d'Hebron, en tant qu'anesthésiste. Et après, j'ai fait 2 ans d'études en France. C'est là où j'ai appris à parler français. Voilà. D'accord. Et donc, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette spécialité parmi tant d'autres? Bon, alors je suis à l'anesthésiste pour plusieurs raisons. La première, parce que j'aime bien la vitesse d'action. Donc, j'aime bien voir les résultats de mes actes. Quand je fais les choses, j'aime bien voir qu'est-ce que ça donne. D'accord. Quand je donne un médicament, j'aime bien voir tout de suite les résultats de mon intervention. Ça, d'un côté, aussi, j'ai adoré la polyvalence, la quantité de choses que tu peux faire en tant qu'anesthésiste. Mettre la douleur, les blocs opératoires, les soins intensifs. Et aussi la possibilité de travailler dans de différents contextes. Parce qu'on a parlé de cardio, tout. Le besoin qu'il y a partout des anesthésistes. Non, Voilà. d'accord. Mais étant anesthésiste, avec tout le privilège que tu as de travailler en Espagne, de t'être formé dans le plus grand hôpital de la Catalogne et tout, qu'est-ce qui te prend de dire, du coup, je vais au Congo, et pas seulement au Congo, je vais dans une zone de conflit armé? Donc, pour moi, c'était une décision qui a été prise avant même commencer l'universitaire. J'avais trop envie de voyager, découvrir, voir des environnements complètement différents parce que j'ai l'habitude de vivre ici. J'avais un peu cette petite envie humanitaire de voir comment ils vivaient des autres gens dans des différents contextes, différents pays, langues. Voilà, donc... pour moi aussi, l'Afrique, c'était un rêve de vie. Beaucoup lu sur l'Afrique, Kapuscinski, Conrad, Cœur de Ténèbres. Donc, pour moi, c'était vraiment un objectif qui avait été mis dans ma tête avant que même d'être un médecin. D'accord. Et donc, tu as tellement lu, et maintenant, quand tu arrives en Afrique, entre ce que tu as lu et ce que tu vis là-bas, comment est-ce que tu ressens les premiers jours, une fois arrivé, une fois tu atterris en Afrique? Bon, pour moi, c'était un choc dans tous les sens. Moi, les couleurs, les verts de la forêt en Afrique, c'est pas les verts qu'on trouve ici, c'est rien à voir. Les couleurs, les gens, les tissus africains, la force, les odeurs, tout c'est choquant pour moi, une petite européenne qui est habituée à vivre dans une ville. Maison de confort. Un confort, maison, ascenseur, voilà. Donc là, c'est tout différent, mais c'est tout joli, c'est comme tout... pour moi, c'était tout impressionnant. C'est vrai. Et voilà, l'arrivée à Bukavu, on passe à travers de la Rwanda, qui est un pays qui est très réglé, très bien réglé. Et donc,
dès qu'on dépasse la frontière, tout commence à changer. On passe même les rues pavimentées À la ça, l'Angleterre. On voit vraiment la violence, les effets de la violence. On ne la sent pas parce que c'est pas contre nous, humanitaire et tout, mais on voit des gens qui marchent dans la rue avec son Kalachnikov au dos. On voit la pick-up avec l'RPG accroché derrière. On sent la violence, on sent la pauvreté qui a généré cette violence. Donc c'est très choquant ça aussi, voir les décalages entre un et l'autre. C'est l'autre, ouais. Mais et en tant qu'anesthésiste, évidemment, quand je te lève pour dire je vais en mission humanitaire au Congo, je vais en mission humanitaire dans une zone de conflit, comment est-ce que tu te prépares en tant qu'anesthésiste pour arriver là? Bon, surtout parlant de sécurité, quand on parle de Kalachnikov. Donc voilà. Moi, je pense qu'il y a deux préparations. La préparation au niveau médical, moi, j'étais formée dans un super hôpital, donc moi, je pensais que je pouvais tout faire, tout savoir. Un peu cette petite arrogance stupide qu'on termine et qu'on sent qu'on peut tout faire. Et après, de l'autre côté, il y a des côtés sécurité, que ça s'est pris en charge par l'organisation. Moi, je travaillais pour Médecins Sans Frontières à ce moment-là. Donc, ils te préparent, ils sont très stricts par rapport à la sécurité. Il y a des règles très marquées, très rigoureuses, donc qu'il ne faut pas rater, jamais. Donc, on n'est pas autorisé à aller à déterminés endroits. En fait, on est autorisé à aller à très peu d'endroits. Ouais. Et on peut bouger que dans les quartiers qui sont un peu sécurisés. Et si on fait pas attention et on rate ces règles, on est viré. D'accord. Et vous marchez vous êtes armé quand vous êtes là? Non, mais jamais, on n'est jamais armé. En fait, la sécurité de cette association se base dans la confiance de la population. S'ils te font confiance et c'était nécessaire, ou tu apportes des bénéfices, ça veut dire tu les donnes un soin de santé de qualité, des moyens de travail, tu embauches ces gens. Donc tu bénéficies la population, ils vont te protéger eux-mêmes. D'accord. Et même les groupes armés, ils vont te protéger parce qu'ils savent qu'ils vont, si jamais il y a un milicien qui était blessé, qui a pris un coup de balle, ils savent que tu vas les aider en charge, que tu vas les aider comme n'importe qui autre. Donc ils te protègent aussi. D'accord. Et donc tu es protégé par la confiance de la population avec qui tu travailles. D'accord. Et en tant qu'anesthésiste, donc, quel était ton rôle? Quelle était ta mission en tant qu'anesthésiste? Quel était ton jour? Quelles étaient tes journées? Comment étaient organisées les journées là-bas? Voilà, donc comme je disais avant, moi j'étais assez confiante en moi-même. Je savais faire un peu les basiques de l'anesthésie et tout. Donc on arrive là. Et moi, mon métier, c'était de préparer, de former, d'accompagner un groupe d'infirmiers qui faisaient les anesthésistes qui c'était des choses basiques, hein. Césarienne, laparotomie, parage de lésions de balles, de traumatismes. Donc, j'ai formé ces gens, amélioré la prise en charge, la sécurité des patientes, la gestion des médicaments et tout, et prise en charge des urgences aussi, un peu les soins intensifs, hein, soins d'urgence. Mais à la fin, c'est complètement différent de ce que j'ai appris ici. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, hein, parce que évidemment ici, comme je disais, je viens d'un hôpital dans de la province de Catalogne, un hôpital à la pointe avec toutes les technologies qu'il puisse avoir en Europe et tout. Et bien tu te retrouves en zone de conflit avec, disons, même pas un dixième des instruments et des ressources que tu as ici. Et comment ça se passe? Comment tu fais? Donc tout à fait. D'abord, on arrive, moi j'étais complètement hallucinée de comment ils travaillaient, la façon de travailler. Halluciné d'une façon de différence, de dire non, ça c'est le basique du basique, donc il faut reapprendre à réutiliser mes mains, comme je n'avais pas utilisé ces dernières avec ma formation et tout, parce que là, tu ne touches pas vraiment les patients ici en Europe, on ne touche pas trop, on n'utilise pas les mains parce que on a des doutes, on fait le scanner, on a des doutes, on fait une radiologie, machin. Là, on n'a rien. Donc quand je suis arrivée,
les premières 2 semaines, j'ai fait un peu un mise au point de dire, ok, c'est ça la situation, je vais voir quelles de mes connaissances peuvent être utiles ici pour aider à améliorer la prise en charge de ces patients. Mais il faut changer complètement le point, la vie d'un médecin. Comme moi, qui venais d'un premier monde hôpital grand avec tous les moyens du monde. Ah ouais, exactement. Et donc, une fois la mission terminée, parce qu'il faut quand même le dire, tu as fait 5 plus 9 mois, donc au total 14 mois dans cette zone-là. Et évidemment, ça laisse un impact sur la vie. Donc, quand tu reviens en Espagne, comment est-ce que cette mission a impacté ta vie personnelle, ta vie professionnelle? Donc ça a beaucoup impacté quand je suis rentrée dans ma première mission qui a duré 5 mois, plus ou moins. J'étais choquée, j'étais pas bien, j'ai eu besoin de quelques temps pour retrouver ma place. J'avais du mal à empathiser avec les gens ici, j'avais du mal à gérer mes patients ici parce que je les trouvais trop demandants. J'avais du mal à exprimer tout ce que j'avais vécu, j'avais du mal à parler avec mes gens, avec mes potes, avec mes collègues, de tout ce que j'avais vécu parce que je me sentais pas... Je savais pas comment faire pour exprimer, pour expliquer tout ce que j'avais vécu. Ouais. Donc l'organisation, ils nous ont donné la possibilité de parler avec un psychologue qui te donnait des zen, des raccourcis pour t'adapter pour gérer tout ce que tu avais vécu. Et après, c'est vrai que j'ai beaucoup profité de toutes les connaissances que j'ai fait. Pas des connaissances techniques, hein, mais des habilités à imagination, résolution des problèmes de façon, avoir toujours une option B, une C, une D et une E, si tu veux. Ouais. Et surtout avoir le recours de l'imagination, de la création de nouvelles solutions. Ouais. Une expérience impactante qui t'est vraiment touchée quand tu étais là-bas? Ouais, bah en fait, l'expérience qui m'a plus touchée, que je me rappelle toujours, c'était la première expérience dans sa vie. Mon premier patient là, qui était un enfant âgé de 5 ans, qui s'appelait Yuma, qui avait eu une fièvre typhoïdienne, donc il y avait beaucoup de perforations des testicles, donc on devait le faire. Bon, il devait se faire opérer tout de suite en urgence. Et j'imaginais le même cas ici en Espagne, ça aurait été tout prêt pour une intervention de haute complexité, des soins intensifs, beaucoup de médecins derrière pour suivre les cas. Et là, on avait une table opératoire dans une salle blanche, pas grand-chose, une lumière suivant de l'enfant. Il y avait une machine qui était comme une machine à laver pour moi, qui était un concentrateur d'oxygène, qui te donnait un débit d'oxygène de 4 litres. Et puis un pulse oxymètre, un petit peu de kétamine, Valium. C'était tout. C'était tout. Donc, c'était les appareils qui m'ont montré comment il faisait l'anesthésie pour sa pratique quotidienne. Et bon, honnêtement, quand j'ai vu ça, j'étais sûre que les patients allaient décéder. D'abord pour les conditions qu'il est arrivé, il venait à pied avec sa maman de je ne sais pas combien de heures à pied. Et après pour la gravité du cas, et après parce que rien pour le soigner. Et le voir 4-5 jours après en train de manger sa pâte d'arachide et jouer et être bien, pour moi ça m'a fait vraiment halluciner. J'ai dit non mais l'être humain est différent de ce que j'avais pensé jusqu'à des moments. Donc cet enfant il m'a choqué, j'ai sa tête ici dans ma tête. Aujourd'hui, tu te rappelles pas vraiment. Ouais. Ça fait 8 ans de ça, je me rappelle parfaitement de lui. Et tu y retournerais? Je retournerai, bien sûr. Une fois mes enfants, ils s'apprennent à prendre soin d'eux-mêmes, oui. J'aimerais bien y retourner, ouais. Carrément. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ces médecins, infirmières ou alors toute autre personne qui aimerait aller en mission humanitaire sur une zone de conflit comme toi de suite? Moi, je dirais d'y aller, hein. De ne pas hésiter parce que l'apprentissage, des connaissances, des expériences que j'ai appris là, que j'ai eu là, et m'accompagnent jusqu'à aujourd'hui, même et les amis que j'ai fait de n'importe quel pays du monde, tout ce qu'ils m'ont appris à faire,
à gérer, c'est impressionnant. Conseil est d'y aller avec une organisation qui te garantit la sécurité et te garantit un peu les bienfaits. De ce genre de mission. Exactement. Ouais. Et le bon déroulement, c'est ça. Ouais. Ouais, d'accord, super. Et tes parents, comment est-ce qu'ils ont réagi quand tu leur as dit je vais à Bukavu? C'était comme ça. T'es sûr? Mon père, qui est un petit peu plus conservateur, il était même un peu fâché. Mais bon, enfin, c'était ma décision à moi. Et ma mère, elle m'a dit, bon, je vais pas te dire je suis contente, mais c'était sûr, c'est une chose que t'es prête à faire. Ouais. Et c'est ta décision. Et moi, je suis fière, au fond. D'accord. Voilà. Ah ben super. Ah ben merci beaucoup de nous avoir partagé cette expérience. Merci à Ce petit peu de m'avoir écouté. avec nous. Ouais. Et bon, ben, j'espère que vous avez appris quelque chose. On arrive au terme de l'entretien. Je sais que vous n'avez pas vu le temps passer parce que c'était vraiment captivant. Et essayez de partager autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos futures vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une longue vie en bonne santé.